Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 1er juin 2022. L'embargo du pétrole russe par l'Union européenne a enfin été annoncé. Les pays membres de l'Union européenne se sont entendus et visiblement il ne s'agira que d'un embargo partiel. On va justement en parler, on va développer cela. C'était donc le principal catalyseur hier, bien entendu sur le marché pétrolier, un embargo qui était attendu, un embargo partiel qui n'affectera que le pétrole russe importé par les oléoducs. C'est pour ça qu'il est partiel. Et donc on notera que les flux de pétrole vers l'Union européenne via des oléoducs se sont élevés à environ 750 000 barils par jour en 2021 et on a donc un peu plus de 1,5 million de barils par jour qui ont été expédiés par voie maritime. Donc voilà pour la décomposition des flux pétroliers. Et donc ce sixième paquet de sanctions de l'Union européenne interdira, en théorie, bloquera environ les 2 tiers des importations de pétrole russe. Le paquet de sanctions précédent supposait que l'Union européenne se désengagerait du pétrole russe et de tous ses dérivés à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. Alors visiblement, le processus de désengagement du pétrole russe devrait s'accélérer, mais il faut tout de même noter que le pétrole russe devrait continuer à arriver en Europe via des oléoducs. Et donc, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que jusqu'à 90% de toutes les importations de pétrole russe cesseront d'ici la fin de cette année. Et donc, les 10% restants devraient transiter par des oléoducs vers la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie. La Roumanie également par voie maritime en raison donc des exemptions convenues. Donc il y a eu des exemptions convenues, il y a un petit flou par rapport à cela. On ne sait pas jusqu'à quand ces pays seront exemptés. Donc c'est la Hongrie et la Roumanie qui devraient recevoir du pétrole russe par voie maritime. La Pologne et l'Allemagne pourront toujours importer du pétrole russe via un oléoduc de leur côté et ça représentera 1 million de barils par jour. Donc voilà pour cet embargo, un embargo plutôt partiel. Ce n'est pas un embargo complet, c'est un embargo sur le papier. Alors est-ce que ce sera efficace? Alors il faut savoir que ce sixième paquet de sanctions de l'Union européenne comprendra également des sanctions contre les banques et les particuliers, mais les exportations de matières premières énergétiques sont essentielles pour la Russie, notamment les exportations de pétrole. Alors, il faut noter tout de même qu'on a un excédent du compte courant de la Russie qui est monté en flèche pour atteindre des niveaux records. Pourquoi? Tout simplement parce que les prix du pétrole sont élevés et le taux de change de l'USD rouble est artificiellement bas. Et donc, cet embargo ne peut être que partiellement efficace, parce que on peut se pencher sur les données de suivi des pétroliers et ce que l'on constate lorsqu'on s'intéresse à ces données, c'est que les exportations russes vers ce que l'on appelle des destinations inconnues, des destinations non communiquées, ont montré une nette hausse en avril par rapport à mars. Et donc cela devrait encore augmenter face à ce nouvel embargo et certains pays vont donc tenter de contourner cet embargo et ce pétrole russe vers des destinations inconnues devrait augmenter. Ce sont des données qui sont visibles sur le site Tanker Tracker qui donne des informations très importantes, très intéressantes sur les pétroliers. Alors nous l'avons dit, il y a encore quelques détails techniques qui n'ont pas été précisés. Il y a quelques zones d'ombre, zones d'incertitude. On ne sait, nous l'avons dit, on ne sait toujours pas combien de temps dureront les exemptions. Et en plus de ça, même si la Pologne et l'Allemagne ont déclaré qu'ils allaient donc réduire à zéro les importations de pétrole russe, on ne sait pas si ce sera réellement le cas, car elles seront toujours autorisées à importer via des pipelines.
Et à noter également qu'il n'est pas certain que des mesures seront mises en œuvre pour interdire les exportations de pétrole russe vers des pays extérieurs à l'Union européenne. Alors, environ un quart de tous les pétroliers, ça c'est intéressant aussi de le savoir, c'est une des autres zones d'ombre, pardon. Un quart des pétroliers sont immatriculés en Grèce et l'Union européenne souhaiterait interdire de fournir une assurance aux pétroliers qui transportent du brut russe, mais la Grèce et certains autres pays souhaitent être exemptés. Donc ça, ce sont les zones d'ombre. On attend encore plus de détails à ce sujet, mais vous l'aurez compris, c'est un embargo qui n'est que théorique et qui ne va faire que renforcer la pression inflationniste en Europe. Donc voilà pour ce point. Il y a eu une prise de bénéfice hier sur le pétrole après avoir marqué un sommet et visiblement les cours sont en train de reprendre de plus belle pour aller s'installer au-dessus des 120 dollars le baril et 121 dollars le baril pour le Brent. À noter que concernant donc ce nouveau paquet de sanctions, il y aura également la banque russe, la Sberbank, qui va être déconnectée du système SWIFT. Alors, un point maintenant sur la séance d'hier. Donc, il y a eu un bon sentiment après l'amélioration de la situation en Chine. Mais malgré cela, on a perdu un peu de terrain sur les indices. On le voit ici sur le DAX et sur le CAC 40 et même sur les différents indices américains. On a pris connaissance également d'une donnée en provenance de Chine tôt ce matin, le PMI manufacturier, qui est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Alors voilà, donc PMI manufacturier pour mai, valeur publiée de 48,1, la prévision était de 48,6. Donc on est en dessous des attentes, pardon, mais on est au-dessus de la valeur qui avait été publiée précédemment pour le mois de mai, hein, il me semble. Donc voilà, concernant les données. On a pris également connaissance de l'IPC en Europe, qui est passé de 7,4% à 8,1%, donc une inflation qui continue donc de se renforcer en Europe, alors qu'aux États-Unis, il semblerait que l'on ait atteint un pic. Il faut tout de même garder à l'esprit qu'ici en Europe, nous sommes beaucoup plus exposés à la hausse des matières premières, on est beaucoup plus exposés au conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, ce qui explique que peut-être on va assister à une poursuite de la hausse de l'inflation quand les États-Unis auront atteint un pic. Donc une situation qui renforce les attentes d'une hausse des taux. On sort de la part de la BCE, on sort du territoire négatif et donc on attend 2 hausses de taux consécutives, chacune de 0,25%. Alors, on notera que aujourd'hui, ce qui sera attendu par les investisseurs, ce sont les résultats de l'enquête ISM sur l'activité manufacturière aux États-Unis. Il me semble que c'est en début d'après-midi, voilà, à 16h, donc en milieu d'après-midi. Et également les résultats de l'enquête ADP sur le marché de l'emploi, hein. C'est un peu un indice avant le rapport NFP qui sera publié vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Donc ce rapport NFP qui nous provient du département du travail. Donc voilà pour le contexte de marché. On a fait un point aussi sur cet embargo qui a été annoncé par l'Union européenne, un embargo sur le papier qui devrait donc accentuer l'inflation dans la zone euro. Alors un DAX qui perd du terrain légèrement en début de séance européenne, c'est très intéressant parce qu'on a tout de même eu ici précédemment une sortie de nuage et peut-être un pullback ici sur le retracement de Fibonacci à 50%. C'est un signal qui a été validé. On le voit ici, la lagging span semble de son côté rebondir sur la Kijun, donc peut-être une reprise haussière. Attention tout de même à cette oblique baissière qui relie les précédents creux. C'était la borne inférieure du biseau d'élargissement. Attention au contact de ce niveau. Le DAX pourra avoir certaines difficultés à progresser, d'autant plus qu'en données journalières, on peut le voir ici, on a un petit trou d'air, hein, ce qui pourrait nous renvoyer à 14 160 points. Le DAX en données H4, on le voit ici, on a eu un frein, c'était donc ce retracement de Fibo à 78,6%. C'est une résistance importante qui avait déjà freiné une précédente tentative haussière. Alors donc ce qui nous donnerait le top départ, ce serait éventuellement
avant le franchissement de ces 14 590 points. Ce retracement de Fibonacci à 78,6, cela ouvrirait la voie vers les récents sommets du 29 mars aux portes des 15 000 points. C'est à 14 950 points très exactement. Alors est-ce que le DAX va réussir à casser ce niveau? Si c'est le cas, direction les précédents sommets. Qu'en est-il du Nasdaq? On a tout de même franchi la Kijun ici en données journalières. On s'est replié hier pour aller chercher donc à nouveau cette Kijun. Alors on le voit ici en données H4, on a eu un signal Ishimoku d'achat à ce niveau-là qui a été validé. On a tout de même un important trou d'air ici sur le Nasdaq. Donc concrètement, si ce support venait à céder, c'est direction sur le retracement de Fibo à 12 375 points, c'est ma Kijun. Donc il est très important pour le Nasdaq de sauvegarder ce niveau de support pour espérer aller s'attaquer au prochain retracement de Fibonacci, retracement à 38,2%, les 12 930 points. Encore une fois, je le répète, il y a tout de même un important trou d'air jusqu'à la Kijun, voire jusqu'à la SSB. C'est un repli de plus de 4% qui pourrait être sur la table si ce support venait à être cassé. Concernant le S&P 500, pareil, on casse la Kijun ici en données journalières, on marque une pause hier en données H4. On est allé en pullback, on est allé chercher ici le retracement de Fibonacci à 38,2%. Il ne faut pas qu'il cède, il y a le même trou d'air ici. La Kijun est un peu plus rapprochée, elle se situe aux alentours des 4080 points. Ce serait la cible si les 4122 venaient à casser. Donc attention sur les indices américains. Attention également sur le DAX, on a d'importants trous d'air qui sont visibles en données H4. Et donc il faudra que les acheteurs prennent bien le contrôle du marché pour réussir à franchir certaines résistances sur les indices américains. Ici, par exemple, sur le Dow Jones, il ne faut pas casser le seuil symbolique, le seuil psychologique des 33 000 points. Dans ce cas-là, en cas de cassure, on pourra aller chercher les 32 570. Si les acheteurs reprennent le contrôle et se hissent au-dessus des 33 420, il restera ce gros retracement de Fibonacci, celui à 61,8%. C'est le plus fort. Ce sera celui qu'il faudra casser pour envisager un Dow Jones à 34 380 points. Un mot sur les crypto-monnaies, pas grand-chose sur les crypto-monnaies pour le moment. Je suis passé sur les matières premières, donc je reviens sur les cryptos. Alors après la belle hausse que nous avons connue, on marque le pas ici sur une précédente projection de Soda, et pas n'importe laquelle, c'est celle qui vient des records historiques. Souvenez-vous, depuis de nombreux mois, on décante on découpe les mouvements du Bitcoin en plusieurs projections de Soda. On peut le refaire depuis 2021, depuis avril 2021. Vous voyez, depuis les sommets, on avait eu une projection, une vague baissière en ABCD. On est allé chercher notre point D. Ce point D, ça a été le démarrage d'une vague haussière ABCD, ce qui nous a amené vers un record historique, celui des 66 500 $ environ. On est allé marquer un nouveau record à 69 000, au-dessus des 69 000 $. Et à partir de là, on a marqué une vague baissière en ABCD. Et donc, ce point D ici n'avait pas été atteint précédemment. On a pensé à une reprise haussière et finalement, on l'a surpassé. Et là, on revient en dessous. C'est une configuration qu'on voit assez souvent. Malheureusement, elle est évidente lorsqu'elle s'est produite. C'est beaucoup plus dur de le voir avant que ça arrive, malheureusement. Ici, on est en train de stationner donc sous cette projection à 32 200 $. Alors, si on casse cette résistance, alors, éventuellement, on pourrait aller progresser pour aller chercher la moyenne mobile à 50 périodes. Mais après cela, vous voyez ce qu'il y a. Donc, les 35 000 $ pour la moyenne mobile à 50 périodes. Après cela, il y a un nuage relativement épais. Un nuage d'ailleurs qui ne va pas tarder à effectuer une certaine pression baissière sur le Bitcoin très prochainement, à la mi-juin. Donc, je suis plutôt pessimiste à l'heure actuelle parce qu'il faudrait
faudrait un pump sur le Bitcoin, une hausse assez brusque pour aller se rapprocher de cette partie du nuage qui est relativement faible. Et donc, il faudrait le faire avant la fin de cette semaine. Donc, très peu probable. Grosse résistance sur le Bitcoin. Si on la casse, ce serait pour aller chercher la moyenne mobile 50 à mon avis, avant de rendre tous les gains. Et encore, ce n'est pas sûr qu'on la casse. Il faudrait un sentiment risk-on, un certain appétit pour le risque qui porterait les indices et qui leur permettrait d'ailleurs d'aller chercher les résistances que l'on a énoncées et qui pousserait le Bitcoin jusqu'à cette moyenne mobile 50. Après, est-ce qu'on aura suffisamment de souffle pour progresser en direction du nuage et tenter de le traverser? J'ai du mal à y croire parce que ça représente tout de même une hausse de près de 14%. Donc voilà pour le Bitcoin, l'Ether ici en données journalières. Alors on n'est pas encore arrivé à la Kijun, on est beaucoup plus loin de la moyenne mobile 50. L'Ether elle est plus bas, donc l'Ether a encore du chemin à parcourir, et donc si le Bitcoin va chercher sa moyenne mobile 50, l'Ether ira chercher sa Kijun à $2190. Bon, déjà il faudrait que l'Ether parvienne à se hisser au-dessus des $2000, et donc ce n'est pas gagné. On a des grosses résistances. La projection de Soda sur le Bitcoin en données journalières, concernant l'Ether en données journalières, on a un seuil psychologique, celui des $2000, qui est très fort pour l'Ether. En données intraday, vous voyez, on a réussi à sortir du nuage H4, sortir du nuage H1, franchir le nuage H4, et là on revient, on marque une pause, peut-être avant de redémarrer. On a tout de même un très gros support à $1895 ici pour l'Ether. On passe à présent sur le compartiment des matières premières, avec un gold qui perd du terrain encore, un gold qui revient sur ce retracement, celui des 1830 l'once. Donc on marque une pause. On a un biais vert qui retrouve des couleurs. On va le voir quel a été l'effet sur l'euro-dollar. Cette reprise du biais vert a eu lieu et donc a renvoyé au tapis le métal jaune, mais également l'euro-dollar. Alors le gold en données H4, on a un support ici qui tient bon pour le moment. Si le biais vert venait à se renforcer, on pourrait s'attendre à un gold aux alentours des 1807 l'once. Ce serait une sortie par le bas du nuage qui pourrait être validé. Donc prudence, on pourrait assister peut-être à un retour sous les 1800 l'once ici aux alentours du creux du 16 mai. Donc on est sur le point d'avoir un signal de vente qui pourrait être validé assez rapidement. Il serait validé à 1820 l'once environ. Le pétrole WTI, belle hausse, on a marqué un sommet aux portes des 120 le baril avant de constater une prise de bénéfices et donc retour sur le retracement de Fibonacci à 61,8%. Alors en données H4, vous voyez, on a tenté de sortir ici, de casser la borne supérieure, repli, mais en tout cas cette projection de Soda est toujours d'actualité tant qu'on se maintient au-dessus des 113,50. Je pense qu'on va l'atteindre. Je pense que le pétrole WTI devrait aller chercher les 128,50 très prochainement au vu des fondamentaux. Le gaz naturel c'est quelque peu replié. On revient ici au niveau du 23 mai avant de redécoller. Grosse résistance à 8,50. On va attendre un passage au-dessus de ce psychologique à 9 pour envisager une poursuite de la hausse du gaz naturel. En tout cas, après, il est probable que pendant cet été, on voit se mettre en place un range et je ne serais pas étonné de voir une reprise du rallye sur le gaz naturel à partir du mois de septembre, car en septembre, petit à petit, on voit la demande de gaz naturel se renforcer et donc la période estivale normalement est faite pour remplir les stocks de gaz naturel, et si les stocks ne sont pas assez remplis pour faire face à la phase à la saison hivernale, alors là effectivement on pourra assister à un nouveau rallye du gaz naturel, mais je pense que tout cela devrait se mettre en place à la fin de l'été, éventuellement en septembre. Pour le moment, on pourrait éventuellement aller chercher les 9,680 avant de se replier, mais je verrais bien un range ici se mettre en place au niveau des récents sommets jusqu'à ce niveau-là, celui des 9,700. À suivre en tout cas pour le gaz naturel, ça dépend énormément du conflit. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. En tout cas, c'est un scénario que l'on va suivre de près. Donc voilà pour le compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché d'échange. On commence par le billet vert.
un billet vert qui se renforce à nouveau, qui retrouve des couleurs avec une lagging span donc qui a finalement rebondi sur cette bougie verte. Et donc cette reprise du dollar américain pourrait être compromise en données H4 par ce nuage, un nuage qu'il faudra franchir. Et donc, en données journalières, la lagging span pourrait peut-être céder éventuellement pour aller chercher la Tenkan. Cela se matérialisera en données H4 par des prix, par un biais vert qui se replie au contact de ce nuage en données H4. En tout cas, pour l'heure, reprise du biais vert et donc repli de l'euro-dollar. Après, est-ce que bon, alors l'euro s'est considérablement renforcé lorsque Christine Lagarde a annoncé effectivement la hausse des taux, qu'on allait sortir des taux négatifs, mais est-ce que ça va suffire pour renforcer la monnaie unique? Alors ce n'est pas sûr. Pourquoi le biais vert se renforce? Alors il y a deux raisons. Tout d'abord, il y a une instabilité géopolitique, donc il y a un conflit armé en cours, et le biais vert était une couverture contre le risque géopolitique privilégié par les investisseurs par rapport à l'or. Donc c'est un premier facteur. Second facteur, les investisseurs ont confiance en la politique monétaire américaine, une politique monétaire qui est plutôt cohérente, et on a peut-être atteint un pic de l'inflation. Donc ce qu'il faut voir concernant les monnaies correspondent les monnaies sont comme l'action d'un pays. L'euro peut être vu comme l'action de la zone euro. Le dollar peut être vu comme l'action des États-Unis. Et donc lorsque les investisseurs ont des perspectives encourageantes concernant un pays, cela se reflète sur sa monnaie. Et donc on a confiance en la cohérence de la politique monétaire et budgétaire américaine. Le biais vert se renforce. En plus de cela, on l'utilise en tant que couverture. Alors en Europe, cette hausse des taux va-t-elle suffire tout d'abord à contrer l'inflation? Est-ce que l'euro va continuer de progresser? Alors les investisseurs ont salué cette annonce de Christine Lagarde. L'euro s'est renforcé, mais malheureusement l'inflation n'est pas structurelle. Ce n'est pas une inflation endogène que l'on peut régler en ajustant les taux. C'est une inflation qui donc est due à une guerre. Et donc ici, malheureusement, la Banque Centrale Européenne est peut-être désarmée. Je pense que cette hausse des taux elle devait certes être annoncée, mais elle n'aura pas d'effet malheureusement sur l'inflation, et je pense que l'euro devrait encore perdre du terrain. On n'arrivera pas à la parité, mais je ne pense pas que ce mouvement haussier devrait perdurer. Donc voilà pour ce petit point sur le marché des changes. On met donc un terme à ce nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée, et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.